Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va enfin attaquer la longue lignée de vidéos sur Evangelion, les Shin Evangelion, donc les Rebuild of Evangelion. Donc il y a au total 4 films, donc on va devoir les faire un par un. Les 3 premiers sont déjà sortis chez Dybex, mais justement je vous les propose pour une bonne raison, c'est que vous le verrez de toute façon dans la vidéo, je vous ai concocté un dossier déjà pour ce premier film assez énorme. Je vais pas parler de toutes les versions qu'il y a sur ce film pendant l'unboxing. Vous verrez ça dans la seconde partie de la review. J'ai tout fait ça correctement de toute façon. Donc vous verrez. Vous avez de quoi manger du popcorn devant la vidéo. Il n'y a pas de problème. Alors, on est face à Evangelion 1.11. Donc vous verrez ça de toute façon dans la seconde partie de la review. Il y a eu plusieurs versions, blablabla, etc. Ça, on connaît. Le seul souci que j'ai aujourd'hui avec cette édition-là, que Dybex continue de vendre, c'est que le problème qu'il y a sur 1.11, c'est que c'est un Blu-ray qui est défectueux. Et ça, on peut le voir assez facilement, hein. Je vous mettrai les liens de toute façon en description, hein. C'est indiqué sur le Blu-ray défectueux, le site qui référence les disques qui sont défectueux. Parce qu'il a été pressé chez QOL à l'époque, mais QOL, c'était un presseur français de disques, de compact disques, donc CD, DVD, Blu-ray. Et malheureusement, pendant des années sur le Blu-ray, il a utilisé une résine défectueuse. Alors, est-ce qu'il en avait conscience ou pas conscience? Il y a eu beaucoup d'hypothèses là-dessus en se disant ils savaient, ils continuaient de l'utiliser parce qu'ils n'avaient pas envie d'en racheter. Enfin, il y en a eu plein des hypothèses là-dessus. Ça, c'est encore un autre débat. Mais de toute façon, au final, cette entreprise a dégagé dès 2018, hein, parce qu'elle a été reprise en mode squelette dans un autre groupe Média Logistique, je crois, normalement. Et de toute façon, maintenant, je crois qu'ils pressent plus de Blu-ray directement en France. Ça passe par une autre usine maintenant désormais. Donc bon, voilà. En tout cas, ce disque de 1.11 est défectueux. Il y a très forte chance que si vous avez acheté votre coffret entre le moment de sa sortie et 2020 à peu près, 2021-2022, il y a de fortes chances que de toute façon, vous ayez un disque défectueux dedans. Et c'est assez simple de le voir. Vous prenez votre disque, vous le retournez. Et si derrière, vous voyez qu'il est un peu doré, marronné comme là actuellement, justement, vous voyez sur le bord, là, sur le bord ici, là, c'est marronné un peu, etc. Au centre aussi. Et ben malheureusement, c'est signe que votre disque il est mort, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résine de protection qui est dessus n'est pas étanche et en fait, elle laisse passer de l'air, enfin de l'humidité, de l'air, etc. Et c'est en train de bouffer la surface de lecture qui est en dessous. Et quand cette surface de lecture est attaquée, c'est terminé en fait. Voilà, c'est fini. C'est terminé. C'est en gros une sorte d'oxydation de l'intérieur du disque. Et ce qui fait que quand vous le mettez dans votre platine Blu-ray, il va peut-être marcher 5 minutes, puis à un moment, clac, il va arrêter de fonctionner parce qu'il va arriver à l'endroit où le disque est mort. Et ce sera illisible. Donc voilà. Donc je préfère vous prévenir là-dessus. Si vous avez acheté votre disque entre le moment de la sortie de ce disque, c'était 2011, 2010, 2009, 2010, à peu près 2009 je crois normalement de mémoire. Donc il y a de fortes chances que ce disque il soit mort aujourd'hui dans votre collection. Il y en a plein sur Twitter qui s'en sont plaints, hein. Je pense notamment à Michael Day qui a plein de disques Blu-ray chez lui. Il a l'édition collector et lui aussi il est concerné alors que l'édition collector elle était limitée je crois à 999 exemplaires de mémoire. Voilà, c'est un peu ballot quand même. Donc on est face à l'édition standard. J'essaierai de vous montrer vite fait à droite les visuels de l'édition collector japonaise parce que de toute façon c'était les mêmes au niveau du design, hein. Dybex faisait que reproduire à 1 pour 1 ce que faisait le Japon, hein. De toute façon c'était les consignes de Kala là-dessus. Donc le coffret japonais était très similaire à l'édition japonaise, à une exception, c'est que le support de disque à l'intérieur, j'en parlais justement avec Toto Metal, justement en DM quand on discutait de 1.11 édition collector, c'est qu'à l'intérieur, Dybex avait mis un support de disque, vous savez, le rond là. Là, le truc qui tient le disque au milieu, il l'avait mis en mousse. Et ça, c'était vraiment une connerie. Je m'en souviens très bien parce que je l'avais cette édition-là, mais malheureusement, hein, c'est comme toujours, c'est que quand vous vivez avec des personnes, des fois, on vous pique vos affaires et on vous les rend jamais. Donc c'est ça, c'est très aparté. Donc du coup, moi j'ai l'édition standard maintenant. C'est comme ça me fait chier, mais bon, voilà. Alors le visuel, bon, je l'ai jamais trop aimé, hein. Le visuel CGI comme ça, c'est vraiment pas beau. Sincèrement, c'est pas du tout ce que j'aurais attendu d'Eva, mais bon, c'est malheureusement les visuels de Kala, hein, à cette époque-là. Et d'ailleurs, on a le nom de la personne qui a fait le visuel ici. On voit ici d'ailleurs une petite mention producteur exécutif Carlo Levi, licensing Jessica Posey, qui travaillait jusqu'à il y a peu chez All the Anime, qui est parti d'ailleurs récemment. Design Anthony Grassi, supervision technique Jordi Faro, doublage Lilo. Alors ça, c'est une erreur. Parce que ça a été fait au studio de Saint-Maur, c'est pas Lilo, hein. Ou alors c'est les 2 dernières minutes de VF qui ont été doublées, possiblement que ce soit ça.
Sous-titrage Charles Lewis Virtual Wars, on en reparlera de toute façon dans la seconde partie de la review direct, au niveau de la traduction, hein, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et vous voyez, édition française, Dybex Right Management, parce que oui, de toute façon, le système de Dybex est séparé en deux. Vous avez l'éditeur et vous avez le gestionnaire de droit, DRN, donc Dybex Right Management. Donc à l'arrière, vous avez les spécifications techniques. Je vous mettrai aussi, dans la seconde partie de la review, on parlera justement des pistes audio. Vous verrez, sur l'édition collector, il y avait un détail qui était assez important, qui n'est pas présent ici. Donc voilà, vous avez les spécifications techniques des tests HDMA, Dolby True HD. Alors, il n'y a pas de Dolby True HD, je comprends pas pourquoi il est là d'ailleurs, ce truc-là, parce qu'il n'y en a absolument pas à l'intérieur. Il n'y a que du TTS HDMA. Encore une fois, les vérifications sur les disques, ça fait deux. Hein. Vous avez le français, le japonais en audio, les sous-titres français, néerlandais, espagnol et catalan aussi, parce qu'en réalité, cette édition est commune, Selectavision et là-dessus, Dybex Selecta ont partagé la même base d'optoring. Et aussi l'encodage vidéo, mais ça on en reparlera de toute façon, seconde partie de la review. Donc voilà, donc c'est une édition standard qui est assez moche. Alors évidemment, hein, quels que soient les packages, vous allez trouver ce film. Donc ça soit l'édition Zélé où il y avait le 1.11 et 2.22, c'est pareil, le disque de 1.11 il est défectueux. D'ailleurs celle-là venait d'une édition Zélé. L'édition repack des 3 films en Blu-ray, pareil, le 1.11 qui est dedans, très forte chance que ça soit un disque QL défectueux, donc ne l'achetez pas, je vous le dis tout de suite, hein, évidemment, hein, ça c'est évident. La vidéo qui va suivre, là, bien, au niveau de sa réalisation, c'est vraiment pour vous donner des arguments pour pouvoir redemander à Dybex de faire de nouveaux disques avec de nouvelles choses dedans. On en reparlera dans la seconde partie de la review, de toute façon, vous inquiétez pas, tout est détaillé dedans. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc on va attaquer 1.11. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Hein. C'est un film hybride au niveau réalisation, 2D CGI. C'est un bel hybride. En plus, hybride au niveau définition dans son workflow. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je peux vous garantir quand même que là, la vidéo qui va suivre, c'est assez long. Et l'autre point, c'est surtout qu'en plus, aujourd'hui, maintenant, il y a eu le box Ultimate qui est sorti fin d'année dernière au Japon, avec une belle crystal case. Hein, je vous mettrai peut-être un visuel ici. Et qui regroupe une nouvelle version de 1.11 au niveau encodage en 4K Ultra HD, avec un encodage HEVC H65. Donc là, on est vraiment, franchement, face à un truc où il faudrait peut-être faire quelque chose en France, parce que ce Blu-ray a plus de 15 ans, normalement, de mémoire. Et on verra qu'il y a 15 ans, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Bref, à tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu analyser toutes les versions d'Evangelion 1.11, hein, y compris le DVD de Dybex de 1.01 pour vérifier certains détails. Voici mon avis. Au niveau de la définition, son nom 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde. On reviendra après sur ce point. C'est parti pour le premier film des Rebuild of Evangelion. Alors, on démarre avec 1.11, qui n'est d'ailleurs pas la première version du film. Hein. Plusieurs versions de ce film existent. La première, c'est la 1.0, utilisée pour la projection au cinéma au Japon. C'est la version originale telle que produite par les équipes d'Anno Hideaki. Elle n'a jamais été exploitée en home vidéo chez nous. Au Japon non plus, jusqu'à la sortie du Big Box Ultimate de Rebuild of Evangelion, fin 2025. Cette version ne présente pas de grand intérêt hormis pour l'archivage. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Big Box des 4 films l'a ajouté. Vient ensuite 1.01, destiné pour le home vidéo en DVD. C'est cette version qu'on a eu en premier à l'international pour nos coffrets DVD. Elle était énormément critiquée à sa sortie pour une faute importante de colorimétrie qui a rendu le film très sombre et teinté toutes les peaux en marron. Je vous montre à l'image comparé à 1.0 et 1.01, vous verrez la différence. Il y a quand même des choses qui vraiment ne sont pas terribles du tout. Hein. Et à l'époque, sur toutes les boards japonaises, vous savez, les petits forums, etc., sur les chatboards japonaises, ça râlait beaucoup quand même quand le DVD était sorti, parce que les gens qui l'ont vu au cinéma savaient très bien que la colorimétrie qui était sur ce DVD-là était erronée, et donc ça faisait chier, surtout au prix où était vendu le DVD à l'époque. Cette version 1.01 a été vendue en DVD chez Dybex, donc si vous avez encore cette version malheureusement défectueuse, étant donné sa colorimétrie complètement fausse. Face à cette version très douteuse niveau colorimétrie et que la sortie au cinéma Evangelion 2.0 approche à grands pas, le 27 mai 2009 sort une nouvelle version vidéo baptisée 1.11. Elle apporte deux choses. La correction de la colorimétrie, je vous laisse les captures comparatives entre 1.0, 1.01 et 1.11, qui est la version Blu-ray, et elle ajoute 2 minutes de scène inédite, poussant le film de 1h38 à 1h40, et cette version a permis aussi diverses corrections dans certains plans et d'oubli
logique qui avait été laissée dans 1.01. C'est cette version que Dybex et tous les autres éditeurs à l'époque ont exploité pour leur sortie Blu-ray. Et enfin, le 10 décembre 2025, sort au Japon l'édition ultime des films de Rebuild of Evangelion avec le box full que je vous montre en image, qui regroupe toutes les versions de ce premier film, mais aussi la version 4K Ultra HD. On reviendra d'ailleurs plus tard sur cette dernière, il y a des choses à dire dessus. Je sais que cette introduction était longue, mais c'est nécessaire pour comprendre d'où vient Evangelion 1.11 et de toutes les versions qu'il y a eu entre temps. Ce premier film introduit de la CGI. Le seul problème, à l'époque, échantillonner en haute définition, ça prend du temps car les machines sont beaucoup plus sollicitées et la puissance de calcul n'est pas la même par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc certains passages sont échantillonnés dans une définition inférieure à 1080p pour 1.11. Ça se remarque par moment avec un certain manque de définition assez classique quand on upscale une image en CGI. Je vous le montre un exemple. Là, on le voit clairement que cette scène est échantillonnée dans une définition inférieure. C'est même en dessous du 720p par l'analyse pixel que j'ai effectuée dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant quand même sur ce film. Sur 1.11, souvent, certains plans CGI sont quand même assez flous pour des raisons de coût, en fait, essentiellement. Notre Blu-ray partage la base authoring avec l'édition espagnole de Selecta Vision. On peut le voir pendant l'unboxing, avec le petit logo sur le disque, mais aussi dans le menu Blu-ray, l'espagnol et le catalan est présent en doublage et en sous-titres. Ce Blu-ray a probablement été produit conjointement avec Selecta, mais l'encodage vidéo, lui, apparemment, vient de chez Dinit, et c'est assez facile de le voir, puisqu'il suffit de mettre côte à côte l'analyse débit vidéo de Dybex Selecta avec celui de Dinit, c'est identique en tout point. Au niveau de la qualité vidéo, notre Blu-ray franco-espagnol se débrouille pas trop mal. Evangelion 1.11 est un film très difficile à compresser, étant donné son workflow hybride au niveau définition et de l'utilisation d'animation 2D et CGI en interne. Et surtout, l'utilisation de dégradés de couleurs qui tirent énormément parti de la profondeur couleur 10 bits. Mais comme vous le savez, sur un Blu-ray, nous sommes contraints à utiliser une profondeur couleur de 8 bits. Et donc plusieurs choix s'offrent à nous pour convertir correctement de 10 vers 8 bits et pour gérer le problème du color banding qui va apparaître avec une telle conversion si c'est pas fait correctement. Au Japon, il a été fait le choix en collaboration avec le laboratoire Sony PCL de créer une surcouche pour améliorer la gestion des dégradés de couleurs via le SBMV alias le Super Bit Mapping for Video, technologie propriétaire de Sony pour lisser les dégradés de couleurs et ainsi éviter le color banding. Je me suis replongé dans la documentation technique et je vous montre comment il s'intercale dans un workflow, c'est-à-dire entre le fichier AVI 10 bits et la version finale 8 bits. Le traitement est fait à ce moment très précis. C'est un cas classique justement de ce qu'on appelle un traitement pour lisser les color banding. Mais comme vous le voyez, oui, le Sony PCL à l'époque utilisait le conteneur AVI et un codec vidéo, un lossless ultra obscur pour faire des pivots numériques depuis la cassette HDCam SR. Tout ça a changé vers 2013 avec l'adoption du Apple ProRes et de méthodes encore plus efficaces pour gérer le color banding. Panasonic avait développé une technologie encore plus poussée mais liée à l'utilisation d'une platine Blu-ray de la marque, c'était le MGVC, le Master Grade Video Coding. Il allait jusqu'à 12 bits via une surcouche incluse dans les Blu-ray et lu uniquement sur du matériel de la marque compatible. Le problème de ces technologies, c'est qu'elles sont propriétaires, donc si vous n'avez pas accès au SBMV, il faut partir sur d'autres méthodes pour traiter ça. En Occident, un autre choix a été fait, c'est d'utiliser le traitement vidéo conventionnel, c'est-à-dire, globalement, par deux moyens, la gestion de la compression vidéo, pour éviter le plus possible que le compresseur H264 taille dans les dégradés de couleurs pour augmenter sa marge de manœuvre. On peut contrôler ça via différents paramètres, notamment dans X264. Et en deuxième, via un traitement pour lisser le dégradé de couleurs, notamment via un dethering. J'en ai déjà parlé sur la review de Demon Slayer saison 1. Sur ce point, le Blu-ray franco-espagnol et italien fait plutôt le job. Il arrive à maintenir une qualité vidéo très bonne tout en conservant quasiment parfaitement la totalité des dégradés de couleurs. Le Blu-ray japonais de 2008 pédale un peu à bien répartir le débit vidéo, sûrement lié au compresseur vidéo qui est utilisé entre les deux, mais sur d'autres scènes, c'est lui qui reprend le lead. C'est kiff-kiff là-dessus, mais essentiellement, ils se répartissent des difficultés au niveau des scènes. Certaines fois, c'est vraiment le Blu-ray italien franco-espagnol qui est devant, d'autres fois, c'est le japonais. C'est vraiment kiff-kiff, très honnêtement. Mais depuis, de nouveaux encodages sont apparus, ceux du Box Ultimate, sorti fin 2025 au Japon, et ils utilisent toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Le premier, c'est le 4K Ultra HD, qui utilise nativement la profondeur couleur vidéo 10 bits via l'encodage A265, donc identique au workflow du film niveau profondeur couleur. C'est cette version-là qui est la plus proche de la cassette HDCam SR au final au niveau des couleurs. Et le nouveau disque 1080p qui utilise les dernières technologies de traitement vidéo pour gérer le color banding, les nouvelles options de compression H264 pour bien gérer tout ça. C'est d'ailleurs actuellement le meilleur disque 1080p qui existe et c'est normal, il y a 17 ans d'expérience au niveau de l'expertise vidéo entre ces deux versions, c'est tout à fait logique. En bref, ce n'est pas sur ce point que le Blu-ray est critiquable. Très sincèrement, sa qualité vidéo faisait plutôt le boulot à l'époque, c'est pas là le problème. Au niveau du son, VOV FDTS HDMI 5.1 16 bits
48 kHz. Alors vous ne rêvez pas, j'ai bien écrit 5.1 alors qu'à l'arrière du coffret collector, je vous montre à l'image, il est indiqué 6.1. Et alors que toutes les éditions proposent, comme l'édition japonaise, le mixage 6.1 qui est natif, il n'y a pas d'erreur. Je vous montre les waveforms, vraiment les courbes de son de toutes les éditions. La France, aussi bien en DVD sur 1.01 que le Blu-ray en 1.11, ne possède pas l'audio 6.1 mais un 5.1 basique. Pourtant, l'italien, qui a la même base vidéo, possède cet audio 6.1 sur la VO. Alors c'est assez incompréhensible et ça prouve encore une fois que le manque de contrôle qualité chez Dybex et Selecta à l'époque était assez flagrant quand même. J'espère que l'éditeur ne viendra pas me dire que c'était la faute du matériel parce que Dinit, Funimation et même la nouvelle édition américaine de G-Kids possèdent le 6.1. Non, ça demande un peu de rigueur professionnelle de contrôler tout ça, mais c'est quand même dommage de l'avoir loupé quand même. Alors cet audio, il est amputé du canal arrière. Et le problème, c'est que quand on sait à quel point la personne qui fait le mixage sur ce film s'est amusée avec les canaux audio, ça s'entend en fait. C'est un des gros points noirs de notre édition française. Avoir un audio sans perte de qualité, c'est bien, mais conserver l'intégralité des canaux audio, c'est quand même déjà bien plus intelligent. Donc sur ce point, carton rouge quand même pour Dybex, surtout en plus après avoir marqué à l'arrière du coffret 6 points, et je me souviens très bien à l'époque au niveau des annonces, c'était aussi annoncé comme 6 points dans les communiqués de presse. On arrive au deuxième point qui fâche, la VF. Elle est produite au studio Saint-Maur, moi qui adore l'appeler aussi studio de Saint-Maur, parce que le paquet de VF merdiques qui sont sortis de là-bas, ça fait quand même froid dans le dos. Exit Donald Renew pour Shinji, exit Stéphanie Laforgue pour Ayanami, Marjolaine Poulain sur Aska Langlais. Pour ce premier film, un nouveau casting a été réuni en studio avec la direction artistique de Jacques Albaret et David Mélina en adaptation. Alors je vais être direct, vous me connaissez, c'est une VF pourrie. Il n'y a aucune émotion dans le doublage, pas d'envie de bien faire, les comédiens ne s'approprient pas les personnages, ils sont mal dirigés, bref c'est honteux. L'adaptation n'est pas terrible, c'est lourd niveau formulation, et la contrainte à l'époque de la série télé parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de documentation, etc. Là c'est pas le cas, il y avait quand même déjà pas mal de documentation sur Evangelion depuis pas mal d'années, donc il n'y a pas d'excuse que cette VF soit vraiment mauvaise au niveau adaptation et documentation d'Evangelion quand même. Bref, c'est une mauvaise VF, comme je les déteste d'ailleurs. Heureusement que le redoublage de Amazon Prime Video a quand même repris quand même une bonne majorité du casting de la série télé Netflix quand elle a été redoublée, et qui lui met d'ailleurs une très bonne clim quand même, faut être très honnête là-dessus. C'est affolant quand même à quel point la VF qu'on avait sur le Blu-ray était vraiment très mauvaise. Mais je vous laisse un extrait du doublage d'Ibex et du doublage Prime Video pour vous faire un avis. Si je comprends bien, nous allons voir mon père. Décidément, on ne peut rien te cacher. Père. Ah, au fait, ton père t'a envoyé les papiers à remplir? Hein? Ah, oui. Les voilà. Voyons voir ça. T'as aussi ta carte d'accès. Bien, t'as plus qu'à lire ceci. Hein? Bienvenue à la Nerve. Si c'est ici que travaille mon père, c'est qu'il veut que je fasse quelque chose. Sinon, pourquoi se serait-il donné la peine de m'écrire pour que je vienne ici? L'idée de voir ton père n'a pas l'air de te mettre hyper à l'aise. Moi aussi, je connais ça. Hein? Oh, c'est génial! C'est le Géofront! Bien vu. Et là, c'est le quartier général de la Nerve. Notre base secrète. La forteresse qui protège l'humanité et la clé de la reconstruction du monde. Si je comprends bien, on va aller voir mon père, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui a été prévu. Papa. Ah, j'oubliais. Il t'a fait envoyer un pass. Oui. Le voilà. Merci beaucoup. Bon, il faut que tu lises ça. Bienvenue à la Nerve. Le travail de mon père. Je suis censé faire quoi ici, Misato? Quand j'y pense, mon père doit avoir une bonne raison de me faire venir ici. Sinon, il m'aurait pas envoyé cette lettre. T'es mal à l'aise face à ton père. Hein. Je vois qu'on est pareil, toi et moi. Mais c'est incroyable! C'est ça le Géofront? Oui. Ce que tu vois là-bas, c'est notre base secrète. Le QG de la Nerve. La clé de la reconstruction du monde et le dernier rempart de l'humanité. On continue les problèmes en parlant de la traduction. Alors, niveau lisibilité, bordure, etc., ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la traduction elle-même. Déjà, c'est blindé de fautes dans les sous-titres. Il n'y a pas les hauts collés, par exemple, sur Cœur et Sœur. L'absence de cédille sur les majuscules. Les étifils sans les points, alors que ça avait été déjà statué par Cara depuis le début de la sortie des films, aussi bien dans la version espagnole, la version catalane, la version italienne. Ils sont d'accord sur ce point, mais même la version DVD de la série télé chez Dybex, vous savez, le fameux box Platinum, respectez ça. Comme vous le voyez à l'image, hein, je vous montre tout ça au fur et à mesure
mesure. Et étrangement, la seule version qui n'applique pas ça, c'est la traduction américaine, qui avait été produite la première pour les diffusions presse et au festival. Tiens, comme c'est étonnant, si vous voyez où je veux en venir. Hein, la datation des dialogues n'est pas bonne, c'est d'une lourdeur pour la lecture. Juste un exemple, au début du film, le traducteur met en toutes lettres 4e, alors que toutes les éditions dans le monde appliquent le choix de Kala, c'est-à-dire de mettre 4 et avec un petit E ou 4TH pour les Américains. C'est d'ailleurs le cas dans la nouvelle traduction disponible sur Prime Video faite par Sanjushi. Le lexique est daté, la datation est lourde et incohérente par moments, il y a des fautes, mais il y a encore un point où les sous-titres sont vraiment mauvais, c'est le respect des normes de sous-titrage. En audiovisuel, avec le temps, on a le recul nécessaire pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour la lecture des sous-titres. En France, sur un Blu-ray et DVD, le nombre de caractères par seconde maximum, c'est entre 14 et 16. Et ça, c'est quelque chose qui est géré par la personne qui fait le repérage et celle en charge de la traduction et l'adaptation. Et l'autre info à prendre en compte, c'est le nombre de caractères par ligne. Chez nous, c'est au grand maximum 42. Je vous mets en description le lien vers le PDF de l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel qui donne les bonnes pratiques à appliquer pour produire des sous-titres professionnels. Je vous parle de ça car évidemment, le respect des normes de sous-titrage sur Evangelion 1.11 chez Dybex est inexistant. Vous le voyez à l'image en vidéo. Le défilement avec toutes les répliques, là, on dépasse souvent les 23 et les 30, voire 34 caractères par seconde, au point que certaines répliques, bien longues, on n'a même pas 2 secondes pour lire la réplique, quand même. On peut pas tolérer ce genre de choses sur des sous-titres professionnels, c'est impossible. Le grand max on peut tolérer, c'est 20 CPS quand c'est vraiment trop dangereux pour le sens des dialogues, de faire moins, mais là, clairement, sur la version d'Ibex, c'est abusé. C'est vraiment compliqué par moment. Il y a des lignes, vraiment, on n'arrive pas à les lire, on est obligé de faire pause parce que c'est trop long et qu'il n'y a pas assez de durée d'affichage, et ça, c'est grave. Mais l'autre conséquence, c'est qu'un spectateur qui souhaite voir le film en VOST-FR va avoir ses yeux qui fatiguent beaucoup plus rapidement. Cela montre encore une fois que le contrôle qualité n'a pas été fait correctement sur ce Blu-ray, que la personne en charge de l'adaptation n'a pas les compétences requises pour faire ça. Si vous voulez voir le film en VOST-FR, en attendant un jour une nouvelle édition de Dybex, regardez le film sur Prime Video, au moins vous avez une traduction professionnelle et vous n'aurez pas besoin de faire pause toutes les 5 minutes au cas où si les lignes sont trop longues. Direction le menu des disques pour voir ce qui se passe au niveau bonus. Vous avez Explanation of Evangelion 1.01, c'est une version du film avec les cartons détaillés de certaines étapes au moment des moments importants d'Evangelion. Cette version du film est basée sur le Master 1.01, donc avec la mauvaise colorimétrie. Je préfère vous prévenir parce que c'est très moche avec cette colorimétrie-là, donc il faut que vous le sachiez quand même à l'avance. La bande-annonce de Evangelion 2.0 You Cannot Advance, bon ça c'est classique, elle était partout dans le monde de toute façon, y compris sur la version japonaise. Les teasers ciné en plusieurs versions avec un extrait de l'ending 1.0 Beautiful World, ça aussi pareil, c'était aussi sur l'édition japonaise. Fly Me to the Moon qui est une version remix du fabuleux ending de la série télé avec les extraits du film 1.0, d'ailleurs la musique s'appelle Fly Me to the Moon Remix 2007, pour ceux qui cherchent sur Apple Music, etc. Si vous voulez l'écouter. Rebuild of Evangelion qui dure 15 minutes, et vous avez le choix d'ailleurs niveau musique, celle de Shiro Sagisu ou de Maurice Ravel. Ce bonus montre la production du film au niveau animation, entre les plans de prod et la version finale. C'est plutôt intéressant à voir d'ailleurs si vous avez le temps. Si votre disque fonctionne encore, on reviendra d'ailleurs sur ce point, mais c'est plutôt sympa à voir. Angel of Doom PV, qui comme son nom l'indique, il s'agit des extraits d'Evangelion 1.0 avec la musique Angel of Doom, composée par Shiro Sagisu, comme d'habitude. Dans l'ensemble, nous avons beaucoup de bonus. En vrai, nous avons ce que Kara autorise à reprendre pour nos éditions concrètement. Donc le choix a été fait quand même là-dessus. Dybex les amis, ça c'était bien à l'époque, là-dessus c'était plutôt cool. On passe au point négatif et positif. Les positifs, bonne qualité vidéo pour l'époque. Dans l'ensemble, quand même, ce film 1.11 était plutôt propre au niveau encodage. C'était pas la version la plus mauvaise quand même là-dessus. Elle était pas non plus au top tiers, mais quand même, elle se déventait plutôt bien face au Blu-ray japonais quand même. Elle était quand même un petit peu devant celle de Funimation, mais quand même, dans l'ensemble, elle avait plutôt de bons arguments quand même. Les bonus, ils sont nombreux. En fait, on a juste récupéré ce que Kara autorisait, mais au moins, ils sont là. C'est quand même vachement cool. Sachant que d'ailleurs, le Explanation of Evangelion, les cartons sont intégralement traduits en français. J'ai oublié de le dire, ils sont intégralement traduits en français, donc c'est quand même vachement cool. Le design de l'édition collector, alors malheureusement je ne l'ai plus, mais quand même, elle était quand même très jolie à l'époque. Le seul truc de mémoire, si je me souviens bien, et j'en avais parlé avec Toto Metal, d'ailleurs que je remercie en description, c'était le support du disque en mousse, la bizarre, là, ça je m'en souviens, c'était une galère ce truc, mais quand même au niveau design, c'était très proche de ce que faisait l'édition japonaise, quasiment, c'était vraiment assez proche, donc c'était quand même vachement cool parce que c'était vraiment comme au Japon en fait, les coffrets. Vous savez quelques images, si je les ai en photo là juste ici, si jamais je les trouve. On passe au point négatif et là ils sont nombreux. Absence de l'audio 6 points. Alors ça franchement c'est inacceptable parce que c'est annoncé, je me souviens très bien, c'est annoncé dans les communiqués de presse à l'époque, c'est indiqué à l'arrière du coffret, ça n'a pas été produit pour le DVD alors que toutes les autres versions DVD à l'époque avaient le 6.1 parce qu'ils utilisaient justement la norme Dolby Digital EX qui était une version étendue du Dolby Digital avec le canal arrière en fait. C'est pour ça il a fallu adapter les audios justement en passant à une nouvelle norme Dolby Digital pour faire du 6.1. Donc déjà ça c'est quand même pas cool parce que du coup on supprime un canal qui est utilisé dans le mixage
Et comme je vous l'ai dit, la personne qui a fait le mixage de 1.11 s'amuse énormément avec les canaux audio, je peux vous le dire. Donc ça, c'est déjà un gros problème. L'autre point, la VF catastrophique, c'est vraiment mauvais. Vraiment, ça fait partie des pires VF que j'ai entendu de toute ma vie, hein. En animation japonaise, hein, je parle bien, parce qu'en série télé et en film, il y en a aussi un bon paquet de nanars, mais là, celle-là, c'est vraiment catastrophique. Comment l'éditeur a pu se dire, ouais, c'est bon, ça passe. Non, ça passe pas, en fait, c'est pourri. Je suis désolé quand même, à un moment, je veux bien qu'on dise, oui, mais c'est le DA, il faisait pas ça, parce que Dybex, à l'époque, se justifiait déjà de ça, mais je suis désolé, la personne qui commande la VF, c'est Dybex. Donc, la personne qui a le dernier mot pour dire, c'est bon ou c'est pas bon, c'est l'éditeur. La moindre des choses, c'est d'écouter ce qui est fait et se dire non, c'est pas possible, on peut pas faire ça en fait. Vous retournez en enregistrement, vous mettez les bouchées d'eau et vous arrêtez de faire de la merde, s'il vous plaît. Parce que là, il n'y a pas d'envie, pas d'appropriation des personnages, l'adaptation est pas bonne. Bref, c'était vraiment une mauvaise VF. La VF qui est sortie sur Prime Video lui met une clim incroyable, mais vraiment, hein. C'est pourtant Donald Renew dedans n'a plus sa voix juvénile qu'il avait dans la série télé à l'époque de sa diffusion, mais au niveau jeu des comédiens, ça n'a rien à voir en fait. Au niveau adaptation, pareil, ça n'a rien à voir. Donc je trouve quand même bizarre ce choix qui a été fait à l'époque. J'ai du mal à croire quand même qu'on n'ait pas voulu rappeler tous les comédiens d'époque, etc. Ça me paraît suspect parce que sur 2.22, justement, on va en parler, la majorité des comédiens sont revenus. C'est incompréhensible. Je vous avoue que cette VF, moi, je la comprends pas. Je comprends pas comment on a pu en arriver là et je comprends pas pourquoi Dybex n'a pas mis un stop à un moment pour se dire non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et à un moment, il faut dire les choses. Moi, personnellement, ça m'arrive des fois quand je suis client de quelque chose, je vois quelque chose est mal fait, leur dire stop, on arrête, vous refaites ça correctement parce que là, c'est pas possible. Alors oui, il y a des délais à respecter peut-être au niveau de la sortie, mais si vraiment la sortie est compromise par les délais, elle sera encore plus avec une mauvaise VF. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Quand ce film est sorti, la VF était très critiquée. L'autre point, la traduction, c'est dans le même esprit, hein, d'ailleurs. Hein. La personne qui... Alors, je vais pas mettre en cause le traducteur même, parce que je pense quand même qu'il y a quand même des choses qui ont été modifiées, je pense, là-dessus, mais par quelqu'un qui ne maîtrise pas, et c'est la deuxième personne qui est sur les sous-titres, qui est, je pense, responsable, qui a la datation. Donc, c'est très problématique, parce que laisser des ordinales en toutes lettres, pas mettre les OE collés, oublier les cédilles, faire des fautes assez grossières, pas respecter les normes de sous-titrage, c'est l'autre point justement négatif, pas respecter les normes de sous-titrage, certaines répliques sont à moins de 2 secondes de lecture, c'est très grave ça d'ailleurs. Hein. Non, je suis désolé, à un moment on peut pas faire ça quand même, je suis désolé. Quand on parle d'Evangelion, la moindre des choses quand même, ce qui a été fait d'ailleurs justement par Carla quand ils ont fait retraduire Evangelion, la série télé pour la diffusion Netflix, les gens qui ont été choisis pour les traductions, c'est pas des amateurs, c'est des gens ultra compétents. Pour la version série télé, c'était Yuki Oroter normalement de mémoire quand j'avais fait la review du coffret série télé. Yuki Oroter, ça rigole pas à niveau traduction. Très sincèrement, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai même montré d'ailleurs pendant la review, c'est vraiment d'excellents sous-titres. Sur les films Rebuild, c'était Sanjushi. Sanjushi, ça rigole pas non plus. Et quand on voit le niveau de maîtrise dans les normes de sous-titrage, juste ça, hein, de Sanjushi, ça n'a rien à voir avec les sous-titres qu'on a eu sur le Blu-ray de 1.11. Et vraiment, c'est honteux de filer ça quand même. Surtout qu'il y a vraiment pas de relecture, parce que des fautes sur le haut collé, non. Je peux pas pardonner ça là-dessus. Les CD qui manquent, les problèmes de repérage, les problèmes d'adaptation, les problèmes de traduction, parce qu'il y a des passages où la formulation c'est complètement erronée par rapport à ce qui est dit en VO, et en plus, la version qui devrait être bonne est plus courte au niveau dialogue. C'est pour vous dire que vraiment ces sous-titres, moi je les trouve assez bizarres. Mais comme je vous l'ai dit, hein, la seule version qui par exemple ne respecte pas les Etty Field en points avec les points etc. C'est la version américaine et notre version française qui colle dessus. C'est bizarre. Et le dernier point, et ça c'est le plus grave dans l'histoire, parce que encore aujourd'hui j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire que mon disque de 1.11 ne fonctionne plus, c'est les disques défectueux à cause du pressage QL. Et oui, comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, aussi bien la version collector que la version standard ont été pressés chez QL, un presseur français de disques Blu-ray créé dans les années 2000, et ce pressage est défectueux. Il est d'ailleurs listé sur le site Blu-ray défectueux, vous avez le lien en description si vous l'allez voir. Alors en temps normal, je vous mets toujours un bon plan pour acheter le coffret, mais là je vais pas le faire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on ne sait pas ce qui est présent dans les coffrets de Dybex aujourd'hui. Est-ce que c'est un nouveau pressage ou est-ce que c'est encore des disques QOL défectueux? Même s'ils sont neufs, si c'est des disques QOL, ils vont mourir tôt ou tard de toute façon quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, moi je trouve que le travail de
d'Ibex sur ce premier film n'est vraiment pas à la hauteur de l'œuvre. Un audio 6 points pourtant indiqué à l'arrière du coffret collector qui n'est pas dispo, et pourtant qui sont dispo dans toutes les autres éditions dans le monde, mais absente dans la nôtre et absente aussi sur l'édition DVD de 1.01 d'ailleurs au passage. Des sous-titres franchement douteux et pas faits du tout vraiment de manière professionnelle, c'est pas possible. Enfin quand je vois ça, c'est impossible que ça soit fait de manière professionnelle. Une VF catastrophique, et je pèse mes mots, ce doublage n'a rien à faire sur une œuvre de ce calibre. Comme l'éditeur a pu valider un doublage aussi médiocre, je me pose encore la question. Même si le studio et le DA ne font pas le job, la personne qui a le dernier mot, c'est le client et donc d'Ibex. En l'état, je ne peux pas vous recommander l'achat de ce film en Blu-ray, je lance d'ailleurs un appel à l'éditeur. Il est temps de faire des versions Perfect Edition de ce premier film, avec la nouvelle traduction disponible sur Prime Video, une nouvelle VF, et oui, il va falloir acquérir celle de Prime Video, il n'y a pas le choix, mais c'est comme ça, et je pense que ça sera vraiment mieux pour le visionnage de ce film, parce que la VF de 1.11 sur votre Blu-ray d'Ibex est nulle. Et les sous-titres, c'est pas mieux. Et en plus, il y a moyen de faire. On peut sortir une version 4K Ultra HD 1080p toute neuve. Il y a du nouveau matos qui est disponible. Le matériel d'aujourd'hui est quand même bien meilleur. Il faut s'entourer de véritables spécialistes de l'audiovisuel et du traitement vidéo qui soient aussi experts de la licence. Ça sera un plus d'ailleurs. Et ça se passera beaucoup mieux. Il y a du matos qui existe, il y a ce qu'il faut. Les compétences sont là aujourd'hui. Il faut les exploiter. Il n'y a pas de raison que ça soit pas fait aujourd'hui, une nouvelle version de 1.11. Mais en tout cas, moi, il est impensable pour moi aujourd'hui de vous recommander cette version. Allez voir le film sur Prime Video, aussi bien en VF que les sous-titres. Ils sont meilleurs, c'est incontestable. Sincèrement, pour avoir passé du temps à tout comparer, tout vérifier, tout coller au niveau du lexique, etc., de la traduction, etc., j'ai demandé de l'avis à beaucoup de personnes là-dessus sur des points où j'avais vraiment un doute. Non, clairement, c'est pas bon. Franchement, ça va pas du tout. Donc, allez voir sur Prime Video, c'est vraiment le mieux que vous pouvez faire pour voir 1.11. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, le prochain film de Evangelion, c'est 2.22. Normalement, après un tel Blu-ray de 1.11, on peut pas faire pire. Non ? On verra. Cette review a été longue à faire, beaucoup de recherches, beaucoup de comparaisons, peu de sommeil des fois aussi, mais je pense que vous avez tout concernant ce premier film. Évidemment, je le redis encore une fois, évitez d'acheter ce Blu-ray. On ne sait pas ce qu'il y a comme processage dedans, si c'est un QOL qui est défectueux ou si c'est autre chose. L'éditeur n'a jamais communiqué là-dessus, donc vraiment, évitez d'acheter ce Blu-ray pour l'instant. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est giga important. Le bouton boost aussi, c'est super important. Et si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, vous avez le bouton super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel ou le bouton rejoindre si vous souhaitez voir les reviews en avant-première. Alors cette review normalement ne sera pas diffusée en avant-première parce que le coffret est déjà dispo depuis des années. Elle est vraiment là pour vous montrer la réalité de ces éditions. Donc on va attaquer de 22 et il y aura aussi beaucoup de choses je pense à dire sur de 22, on verra. Mais c'est pour vous montrer la réalité de ces éditions et aussi pour que derrière vous avez des arguments pour demander à Ibex de faire de nouvelles éditions de 1.11, 2.22 et 3.33. Parce que ça le mérite. Là déjà sur 1.11 c'est catastrophique. On n'est pas du tout à la hauteur du film et c'est quand même bien dommage. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.